À Meltdown, Tor Dartmoor, Angleterre, aux premières heures du matin du 27 décembre 1943. Un flanc de colline enveloppé d'obscurité, un plafond de nuages bas, pesant sur les landes, comme un poids que personne ne pouvait soulever. Quelque part au-dessus, les 4 moteurs tonitruants d'un V4 Liberator fendaient la nuit, volant bas, dangereusement bas, à peine à 600 pieds au-dessus d'un paysage de crêtes et de vallées qui se transformait sans prévenir sous eux. À l'intérieur de l'appareil, 8 hommes faisaient ce pour quoi ils avaient été entraînés, naviguant à la lueur de la lune. Maintenant, l'altitude au-dessus d'un terrain qui pouvait les tuer, s'ils perdaient leur concentration ne serait-ce qu'un instant. Ils avaient déjà fait cela. Ils comptaient parmi les meilleurs que l'United States Army Air Corps avait à offrir. Et dans seulement 8 jours, ils étaient censés entrer dans l'histoire en effectuant la toute première mission entièrement américaine d'une opération top secrète susceptible de contribuer à renverser le cours de toute la guerre. Ils n'en eurent jamais l'occasion. Au printemps 1942, la Seconde Guerre mondiale ravageait les campagnes européennes. Mais la guerre ne se limitait pas à l'Europe. La côte est des États-Unis était en état d'alerte maximale après plusieurs observations et attaques contre des navires alliés par un prédateur mortel tapi juste au large, le sous-marin allemand connu sous le nom de U-Boat. L'Allemagne avait réussi à positionner ses sous-marins si près des plages américaines que la menace semblait presque inimaginable. Depuis 1942, et être même avant, ces bâtiments rôdaient dans les voies de navigation à portée de vue du rivage. En réponse, des bases de l'armée de l'air et de l'armée de terre commencèrent à surgir tout le long du littoral est, de l'aéroport de la 36 rue à Miami jusqu'à Chatham Field, à Savannah, en Géorgie, et jusqu'à Dowfield, dans le Maine. Même le golfe du Mexique possédait ses propres terrains d'aviation pour surveiller la côte, avec des avant-postes à Galveston, Gulfport et Drewfield, à Tampa, en Floride. Des bombardiers lourds, connus sous le nom de V4 Liberator, ainsi que d'autres appareils, étaient envoyés en mer pour patrouiller le long des côtes aux côtés de la marine, qui menait simultanément ses propres opérations. Mais il existait une portion de mer où le danger était plus concentré, plus incessant et plus mortel que partout ailleurs. De janvier 1942 à 1943, les sous-marins allemands U-Boot semèrent le chaos au large des côtes de la Caroline du Nord, notamment dans les eaux autour du Cap Hatteras et de l'île d'Ocracoke, une région connue sous le nom d'Outer Banks. Le 19 janvier 1942, un U-Boot allemand coula le cargo américain de 337 pieds, City of Atlanta, l'envoyant par le fond et ne laissant que 3 survivants parmi les 47 hommes à bord. Ce même U-Boot attaqua 2 autres navires quelques heures plus tard, et ce n'était que le début. Cependant, qualifier le U-Boot strictement de sous-marin n'était pas entièrement exact. En réalité, le U-Boot était davantage un navire de guerre capable de plonger et de rester sous l'eau pendant de courtes périodes. Il ne pouvait parcourir qu'environ 60 miles en immersion avant de devoir refaire surface pour prendre de l'air. Ces bâtiments attaquaient souvent les navires en surface à l'aide de canons montés sur le pont, mais ils étaient tout aussi capables de détruire des cibles sous la ligne de flottaison. Les experts militaires les considéraient comme certains des navires de guerre les mieux conçus au monde. À mesure que la menace allemande augmentait, la riposte américaine s'intensifiait. Les systèmes de défense furent rapidement renforcés. Le 14 avril 1942, le premier U-Boot allemand intercepté par la marine américaine dans les eaux des États-Unis fut coulé à 16 miles au sud-est de Naxed, en Caroline du Nord. Au cours des mois suivants, 3 autres U-Boats furent détruits le long de la côte de la Caroline du Nord, portant le total à 4 victoires sur l'ennemi, soit le nombre le plus élevé pour un État. Au cours des 6 mois suivants, 397 navires furent coulés ou endommagés, et plus de 5000 personnes tuées. Bien que ces combats se soient déroulés dans le golfe du Mexique et le long de toute la côte est, ce sont les eaux au large du cap Hatteras qui connurent la plus forte activité ennemie. Le surnom était inévitable et glaçant, Torpedo Junction. Le gouvernement garda une grande partie de ces informations classifiées, ne voulant pas inquiéter la population américaine, mais ceux qui vivaient près des Outer Banks connaissaient la vérité. Ils seraient les premiers à vous dire à quel point les États-Unis ont été proches d'être menacés sur leur propre seuil. À ce jour, un sous-marin allemand repose à seulement 10 miles au large de Wilmington, en Caroline du Nord. À 120 pieds de profondeur, une tombe d'acier froide et aquatique qui renferme encore les corps de ces soldats allemands disparus, flottant silencieusement derrière des écoutilles scellées Torpedo Junction, un rappel constant de la proximité avec laquelle l'emprise d'Hitler s'est approchée du sol américain. Demandez à quiconque vivait près des Outer Banks, et il vous racontera comment leurs maisons et leurs communautés ont été marquées par ce surnom effrayant, comment la guerre n'était pas un événement lointain se déroulant de l'autre côté de l'océan, mais quelque chose qui se passait juste dans leur arrière-cour. Le bruit des explosions se propageait au-dessus de l'eau. La lueur des navires en flammes était visible depuis le rivage, et les corps de marins marchands s'échouaient sur les plages où,
Quelques années auparavant, des familles étendaient leurs couvertures de pique-nique. Tout cela constitue un rappel constant de la proximité avec laquelle l'emprise d'Hitler s'est approchée du sol américain, en particulier des côtes de la Caroline du Nord. Et c'est dans cet environnement de peur et d'urgence, de patrouilles côtières et de chasse désespérée aux sous-marins que notre histoire commence véritablement, car avant les vols secrets et les largages de nuit au-dessus de la France occupée, il y avait un jeune homme qui grandissait à portée d'oreille de ces mêmes eaux, un jeune homme qui allait bientôt échanger les dangers familiers de son foyer contre les dangers inconnus d'une guerre qui le mènerait à travers l'Atlantique et dans les livres d'histoire. Avant toute cette activité de guerre dans l'Atlantique, avant 1939, lorsque Hitler commença à mettre son plan directeur en marche pour restaurer la gloire que l'Allemagne avait perdue lors de la Première Guerre mondiale, dans une petite ville appelée Tecci, en Caroline du Nord, un jeune homme d'une vingtaine d'années nommé Henry D. Macmillan Jr. vivait simplement sa vie en grandissant. Sa famille comptait plus que tout pour lui. Il était très proche de sa mère, Louise Blaine Macmillan, et de son père travailleur, Henry Macmillan Sr. Ils vivaient dans une maison petite mais confortable, et l'église occupait une place importante dans leur vie. Le grand-père de Henry D., Abraham Francis Bland, avait été entrepreneur dans le comté de Duplin après son retour de la guerre de sécession, et il avait contribué à construire l'église presbytérienne de Tecci, une église qui existe encore aujourd'hui. Son grand-père avait également construit l'épicerie de Tecci en 1908, que le père de Henry D., connu de tous sous le nom de Dude, et ses fils allaient ensuite gérer. Comme l'a rappelé un membre de la famille, nous voulions en savoir plus sur Henry D., et on nous a dit qu'il était très aventureux, très extraverti, et qu'il avait une grande personnalité. Cet esprit allait définir chaque chapitre de sa vie. Même jeune garçon, il avait une inclination pour l'armée, et quoi qu'il fasse, il était toujours au centre de l'attention. Dans une petite ville comme Tecci, il n'y avait pas grand-chose à faire, mais Henry D. était toujours en quête d'aventure, d'une manière ou d'une autre. Il découvrit qu'il pouvait bien gagner sa vie dans le commerce florissant des jukebox, en les achetant, les vendant et en les entretenant dans les dîners et salles de danse de la région, et c'est ce qu'il fit pendant environ 5 ans. Mais bien qu'il fût un travailleur acharné, il était toujours à l'affût des filles. Et un jour, alors qu'il installait un jukebox dans une petite salle communautaire de la ville voisine de Warsaw, il aperçut une jeune fille qui attira immédiatement son attention. Elle s'appelait Rachel, et ils s'entendirent tout de suite. Lorsqu'ils n'étaient pas ensemble, ils s'écrivaient constamment. L'une de ces lettres capture la douceur de ses premiers jours. « Très cher Henry D., écrivait-elle, je suppose que tu seras un peu surpris d'avoir de mes nouvelles, mais j'ai beaucoup pensé à toi aujourd'hui, et j'ai finalement décidé d'écrire. As-tu reçu une carte pour la danse? J'espère que tu pourras venir. » Elle signait simplement « Sois sage, jusqu'à ce que je te voie. Je t'aime, Rachel. » Mais les vieilles habitudes d'Henry D. avaient tendance à le rattraper. Il était sportif, séduisant, et avoir le choix parmi toutes les jeunes femmes du coin n'a jamais été un problème pour lui. Avant de rencontrer Rachel, il se vantait auprès de ses amis. Pourquoi rendre une seule fille heureuse quand il pouvait les rendre toutes heureuses? C'était une attitude qui finirait toujours par le hanter surtout. Dans une relation sérieuse comme celle qu'il vivait alors, les rumeurs se propageaient vite dans une petite ville. Rachel, qui vivait juste en bas de la route à Warsaw, finit par en entendre assez. Elle en avait assez des soi-disant aventures d'Henry D. et elle mit fin à leur relation. La lettre qu'elle lui envoya ressemblait moins à une rupture qu'à un verdict. Henry D. Je suppose que tu seras à la fois surpris et agacé d'avoir de mes nouvelles. Cependant, je te rassure, tu ne seras pas importuné par une lettre, juste une note pour te faire savoir que je veux ma bague. Je pensais que tu aurais au moins la décence de me la renvoyer. Puis, avec une dernière pique tranchante, j'entends dire que c'est une habitude chez toi de prendre des bagues. Es-tu collectionneur? Si c'est le cas, je te suggère d'essayer le bazar. Simplement, Rachel. Pendant les années qui suivirent, Henry D. continua comme si de rien n'était, profitant de la vie autant qu'il le pouvait, mais cet esprit inquiet et aventureux qui le caractérisait le tirait dans une direction d'où il n'y aurait pas de retour. Le 7 décembre 1941, une date qui resterait dans l'infamie, comme le déclara le président Roosevelt à la nation, l'Empire du Japon lança sa tristement célèbre attaque contre Pearl Harbor. Les États-Unis d'Amérique furent soudainement et délibérément attaqués par les forces navales et aériennes de l'Empire du Japon et le monde. Henry D. Macmillan savait que tout avait changé du jour au lendemain. Un ami de la famille, Raphaël Sims IV, arrière-arrière-petit-fils du héros de la guerre de sécession, l'amiral Raphaël Sims, qui avait commandé le CSS Alabama, fut l'un des rares pilotes capables de décoller pendant l'attaque, s'élançant depuis le pont du croiseur USS Saint-Louis. Sa famille raconta plus tard que Sims avait failli être abattu à plusieurs reprises par des tirs amis au cours de l'affrontement chaotique. Ironiquement, comme son arrière-grand-père avant lui, Sims IV servirait plus tard à bord d'un navire de guerre portant le même nom d'Alabama, le cuirassé USS Alabama, alors que la Seconde Guerre mondiale faisait déjà rage en Europe et qu'après Pearl Harbor,
l'Amérique était elle aussi pleinement engagée dans le combat. Henry D. prit sa décision, comme il le disait toujours. Tout le monde reviendra, avec toutes ces grandes histoires de guerre, je ne veux pas être laissé pour compte. C'était un sentiment partagé par des millions de jeunes Américains dans les semaines qui suivirent Pearl Harbor, le sentiment que c'était le moment décisif de leur génération et qu'il était impensable de rester à l'écart. Ainsi, Henry D. ferma boutique, rassembla ses affaires, fit ses adieux à sa famille et à ses amis et mit le cap sur Fort Bragg, en Caroline du Nord. Il y avait juste un petit problème. Lorsqu'il se présenta pour rejoindre l'Army Air Corps, on lui demanda d'où venaient les cicatrices sur ses jambes. Ces cicatrices remontaient à des années auparavant, lorsqu'il avait sauté avec ses amis sur un train de marchandises. L'un des garçons était tombé et allait être écrasé par la porte d'un wagon en train de se refermer. Henry D. le poussa hors de danger et, ce faisant, la porte se referma sur ses deux jambes et les brisa. Il avait sauvé son ami d'une mort certaine, mais pour éviter toute complication lors de sa visite médicale d'incorporation, Henry D. déclara aux examinateurs que ces cicatrices étaient simplement des marques de naissance. Il s'engagea dans l'Army Air Corps le 6 août 1942 et fut envoyé à l'école de tir aérien de Harlingen, au Texas. Il s'agissait d'un programme intensif de 6 semaines de formation au tir air-air et solaire, utilisant des appareils allant de bombardiers lourds comme le B-17 Flying Fortress et le B-24 Liberator à des chasseurs comme le B-63 King Cobra, l'AT-6 Texan et le BT-13 Valiant. En quelques mois, Henry D. McMillan Jr. obtint son brevet de mitrailleur aérien le 20 et en octobre 1942 et fut promu sergent le jour de sa remise de diplôme. Le garçon de Tichy était désormais un soldat et la guerre l'attendait, peu de temps après la fin de formation de Henry D. Sur la côte ouest, l'une des figures militaires les plus importantes issues de la Seconde Guerre mondiale préparait ses propres opérations. Le lieutenant-colonel Clifford Eflin, qui était stationné en Californie avec le major Robert Fish et commandait le 46 escadron anti-sous-marin, se préparait à déplacer ses unités vers la côte est en mars 1943. Le 46 escadron vola jusqu'à la base des marines de Cherry Point, en Caroline du Nord. Ils commencèrent finalement leur transition vers le B-24 Liberator, dont l'autonomie et la puissance de feu le rendaient bien mieux adapté à la guerre anti-sous-marine. Un ordre général fut émis pour redésigner l'unité. Ce qui était le 46 devint le 22 escadron anti-sous-marin lourd, et ils furent transférés à l'aérodrome de Blumenthal, à Wilmington, en Caroline du Nord. À peu près à la même époque, Henry D. McMillan arriva à Cherry Point pour rejoindre la 25 escadre anti-sous-marine et fut affecté au 22 escadron anti-sous-marin sous le commandement du lieutenant-colonel Eflin. Au cours des mois suivants à Blumenthal, Henry D. se consacra à l'entraînement final et aux missions de patrouille anti-sous-marine au large des côtes de Caroline du Nord, survolant les mêmes eaux de Torpedo Junction où les sous-marins allemands avaient causé tant de ravages. Il fut affecté à l'équipage du pilote, le lieutenant Wilmer Staples, en tant que mitrailleur de sabord et mécanicien à bord d'un B-24 Liberator. Le fils du lieutenant Staples évoquera plus tard les souvenirs de son père de cette période. Mon père, le lieutenant Wilmer L. Staple, était un pilote hautement décoré. Il a commencé sa carrière pendant la Seconde Guerre mondiale, aux commandes de bombardiers. Ce dont je me souviens le plus des récits de guerre de mon père concernant son équipage d'origine en 1942, c'est qu'il parlait toujours d'Henry D. McMillan Jr., quel jeune homme remarquable et formidable il était. Il était toujours l'un des meilleurs membres d'équipage de mon père. Henry D. s'entraînait aussi occasionnellement à Camp Davis, une école de tir aérien située à moins de 20 milles de Wilmington. Les environs avaient autrefois abrité un fort de la guerre de sécession connu sous le nom de Fort Fisher, et cela offrait un emplacement idéal pour l'entraînement au tir. Dans l'un de ces étranges échos de l'histoire, le propre grand-père d'Henry D., Abraham Francis Bland, avait été stationné dans ce même Fort Fisher pendant la guerre de sécession en tant que membre du 1er régiment de la division d'artillerie de Caroline du Nord. La ville la plus proche de Camp Davis était Holly Ridge, et l'équipage plaisantait souvent sur le fait que l'endroit était si petit, le surnommant avec un jeu de mots humoristique une boomtown. Boom, vous êtes dedans. Boom, vous êtes dehors. Mais la majeure partie du temps d'Henry D. se passait à Blumenthal, effectuant des patrouilles anti-sous-marines tout au long de l'année 1943. Puis les ordres sont tombés. Le lieutenant-colonel Eflin devait sélectionner 12 équipages parmi la 25 escadre anti-sous-marine, plus précisément issus du 4e escadron anti-sous-marin basé à Langley Field, en Virginie, et du 22 à Blumenthal, et les préparer à partir outre-mer. Leur destination, la base aérienne de l'armée américaine, à Duncaswell, en Angleterre. Henry D. McMillan était sur le point de goûter au véritable combat qu'il recherchait, avec la possibilité de voler au large des côtes européennes et d'affronter directement la machine de guerre d'Hitler. Cet esprit aventureux qui l'avait poussé à s'engager, à atteindre le grade de sergent et à être trié
sur le volet comme l'un des 12 équipages envoyés outre-mer avec Eflin, le Major Fish, et 2 autres qui deviendraient plus tard des chefs à part entière, le Major Rodman. À Sainte-Claire, et le Major Robert Boone allait être mis à l'épreuve d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Il ferait face à l'essentiel de la flotte de sous-marins allemands dans le golfe de Gascogne, où les sous-marins se déplaçaient en meute et se défendaient férocement lorsqu'ils étaient acculés. Et depuis le ciel, il devrait affronter les pilotes de chasse chevronnés de la Luftwaffe d'Hitler, qui perfectionnaient leurs compétences depuis 4 années de guerre. Mais rien de tout cela ne dissuada Henry D. Macmillan. Au contraire, c'était exactement ce pourquoi il s'était engagé. Le garçon de Tichy, le réparateur de jukebox qui autrefois sautait dans des trains de marchandises pour le frisson, entrait dans la tempête et il était prêt. En août 1943, Henry D. Macmillan et son 22 escadron anti-sous-marins furent déployés à Doncaswell, en Angleterre, pour effectuer des patrouilles contre les U-boots allemands au-dessus du golfe de Gascogne. La base de Doncaswell était bien loin du confort relatif de Blutenthal. Le climat anglais était misérable, brouillard, pluie et un froid qui s'infiltrait jusque dans les os d'hommes, ayant grandi dans les hivers doux du sud des États-Unis, mais la météo était le moindre de leurs soucis. Une fois sur place, Henry D. comprit immédiatement que l'action serait bien plus intense et dangereuse que tout ce qu'il avait connu à Wilmington. Le golfe de Gascogne était un champ de mort. Non seulement la concentration de sous-marins allemands y avait augmenté, mais ces eaux servaient de principale voie de transit pour les sous-marins quittant leur base fortifiée sur la côte française. Il y avait aussi la menace constante de la Luftwaffe, dont les chasseurs offraient une couverture meurtrière depuis le ciel, prêts à fondre sur tout avion allié qui s'approchait trop des routes des sous-marins. Au milieu de toute cette intense activité ennemie, le sergent Macmillan continua de voler avec le même équipage qui l'accompagnait depuis le début de 1943 à Blutenthal, l'équipage du lieutenant Wilmer Staples, où Henry D. servait comme mitrailleur de sabord, ingénieur et parfois répartiteur. Toujours au sein du 22 escadron anti-sous-marin, il effectuait plusieurs missions de patrouille par mois, chacune durant de 10 à 13 heures, au-dessus des eaux grises et hostiles de la baie. Il faisait face à une forte activité ennemie, à la fois sous la surface et au-dessus. La DCA des U-boots en surface était d'une précision meurtrière, et les chasseurs de la Luftwaffe étaient expérimentés et agressifs. Chaque mission était un pari. Le fils du lieutenant Staples se souvenait « J'ai écouté beaucoup d'histoires de guerre de mon père, depuis ses missions aux États-Unis, jusqu'à celle qu'il a menée outre-mer en Angleterre et en Allemagne. Parmi les choses dont je me souviens le plus, il y avait l'incroyable quantité de médailles que mon père a reçues. L'une des plus prestigieuses était la Distinguished Flying Cross. Toute sa carrière, il n'a fait que voler, et il a pris sa retraite en 1960. Mais peu de temps après son arrivée à Dunkeswell, les choses ont commencé à changer. Des rumeurs ont commencé à circuler au sujet de possibles réaffectations, voire de transferts vers d'autres bases aériennes en Angleterre. Personne n'en était certain, mais un changement se profilait clairement à l'horizon. À l'approche de la fin octobre 1943, ces rumeurs furent confirmées le 19 octobre. Comme indiqué dans le carnet de vol de Henry D. Macmillan, il effectua une dernière mission de combat de patrouille anti-sous-marine de 13 heures avec Staples. Ils bénéficièrent ensuite d'une longue pause, à l'exception d'un unique vol d'entraînement de 3 heures le 26 octobre. C'est durant cette période calme de 6 jours que les plans de l'une des opérations les plus secrètes et dangereuses de toute la guerre furent mis en marche. Le 24 octobre 1943, le lieutenant-colonel Eflin, commandant du 22 escadron anti-sous-marin, ainsi que le major Robert Fish et quelques autres chefs d'escadron, furent convoqués à une réunion top secrète sur la base aérienne de Bovingdon, à l'ouest de Londres. C'est là qu'ils rencontrèrent le haut commandement de la 8e Air Force, sous les ordres du brigadier général Ira C. Hicker. Étaient également présents plusieurs hauts responsables de l'Office of Strategic Services des États-Unis, l'OSS, dirigé par son chef, William Donovan. L'OSS, comme l'histoire le révélera plus tard, deviendrait finalement l'organisation connue aujourd'hui sous le nom de CIA. Pour comprendre ce qui allait être demandé à ces hommes, il faut comprendre ce qui se passait sur le terrain en France alors que la guerre entrait dans ses dernières années. Depuis 1939, le monde était plongé dans l'un des conflits les plus dévastateurs et brutaux qu'il ait jamais connus. Mais, à la fin de 1943 et en 1944, la situation en Europe commença à changer. Des poches de résistance s'étaient formées à travers les territoires occupés. En France, le danger était constant pour ces combattants. Beaucoup étaient exécutés s'ils étaient capturés dans leurs cachettes, sous terre, dans des bâtiments incendiés, dans des caves et des greniers. La résistance française, composée d'hommes et de femmes, infiltrerait le haut commandement allemand, se lierait d'amitié avec les troupes sur le terrain, et transmettrait par radio les renseignements obtenus, notamment les mouvements des troupes allemandes et l'emplacement des stocks d'armes. Les Alliés comprirent à quel point ces informations étaient cruciales pour l'effort de guerre.
Un plan visant à aider la résistance française devait être mis en place, et ces 12 équipages des escadrons anti-sous-marins furent choisis pour l'exécuter. Lors de la réunion à Bovingdon, des briefings étaient en cours, afin d'attribuer une toute nouvelle mission. Eflin et ses hommes furent informés qu'à partir de ce moment, les 22 et 4e escadrons n'étaient plus nécessaires pour les patrouilles anti-sous-marines. Ces missions étaient désormais confiées à la marine des États-Unis, et les 2 escadrons furent désactivés. À leur place, arriva une nouvelle directive, opérant sous le nom de code Carpetbagger. La mission était extraordinaire. Ils furent chargés de parachuter des saboteurs, des agents de renseignement, des armes et des fournitures à la résistance française et à d'autres poches de résistance profondément à l'intérieur du territoire occupé par l'Allemagne. Ils opéreraient sous le commandement aérien direct de l'OSS, tout en travaillant en étroite collaboration avec les officiers du renseignement britannique du Special Operations Executive, connu sous le nom de SOE. Avec cette nouvelle mission vinrent de nouvelles désignations. Ce qui étaient les 22 et 4e escadrons devint les 36 et 406. Le lieutenant-colonel Eflin prit le commandement du 406, avec le capitaine Robert Boone comme officier des opérations. Le major Robert Fish commanderait le 36, avec le capitaine Rodman Trickler comme officier des opérations. Les 2 escadrons reçurent l'ordre de déplacer leurs opérations vers la base aérienne d'Alconbury et de s'attacher aux 400 et aux 82 groupes de bombardement Pathfinder. Au retour de Eflin, Fish et du reste des commandants à Duncaswell, la mission Carpetbagger fut mise en œuvre et une intense activité commença. Les équipes au sol entreprirent la tâche immense de reconfigurer les massifs Bing 4 Liberator, passant de bombardiers anti-sous-marins à quelque chose de tout à fait différent. Des appareils de type furtif, capables d'effectuer des missions nocturnes à basse altitude sans être détectés par le radar allemand, leur permettant de larguer des fournitures et du personnel de la résistance française aux forces cachées au sol. Les modifications étaient considérables et devaient être achevées en peu de temps. Le compartiment de la tourelle ventrale du mitrailleur fut entièrement retiré, laissant un trou dans le ventre de l'appareil d'environ 44 pouces de diamètre. Il fut revêtu de métal lisse et un plancher en contreplaqué fut aménagé pour couvrir l'ouverture. Une rampe de maintien fut fixée sur le côté de l'ouverture, ainsi que 2 points d'ancrage pour les sangles statiques des parachutes. Le moment venu, le personnel ou les fournitures seraient largués par cette ouverture, que les équipages appelaient le Joe Hole. Le nom venait de l'habitude d'appeler les agents secrets ou espions des Joes, et dans le cas des agentes, des Joséphines. D'autres modifications comprenaient la suppression des mitrailleuses de nez afin de permettre une meilleure navigation à vue, puisque les repères au sol devaient être visibles pour guider les équipages vers leur zone de largage cible. Les avions étaient peints en noir, de la proue à la queue. Des rideaux noirs étaient installés sur toutes les fenêtres, susceptibles d'émettre de la lumière provenant des équipements internes, radios, instruments, tout ce qui pouvait être repéré par l'ennemi au sol. Tandis que ces modifications étaient en cours à Alconbury, un groupe sélectionné de commandants, de pilotes et d'équipages fut transféré pour une mission temporaire à la base de la Royal Air Force de Chelmsford dans le Bedfordshire, au nord de Londres. La Royal Air Force effectuait ce type de mission depuis un certain temps et l'objectif était d'associer les Américains aux Britanniques pour une formation en salle de classe et en vol. Ces nouveaux équipages américains de Carpetbagger devaient apprendre les techniques périlleuses de vol à 500 à 600 pieds au-dessus du sol, à travers les montagnes et un terrain en constante évolution, en pleine nuit. Ils devaient aussi maîtriser les méthodes permettant de maintenir le lourd appareil en vol, à des vitesses extrêmement basses, permettant le parachutage de ravitaillement et d'agents secrets, hommes et femmes, depuis le ventre de l'appareil afin d'atterrir le plus près possible de leurs objectifs. Les premiers Américains à recevoir cette formation furent le major Robert Fish, le lieutenant Sullivan et un équipage sous le commandement du capitaine Robert Boone. On leur enseigna les techniques, puis on les informa qu'ils effectueraient leur première véritable mission d'entraînement pendant les périodes de pleine lune de novembre et décembre, en utilisant la lumière lunaire pour voir plus clairement leur trajectoire de vol et leur zone de largage, alors que davantage d'Américains arrivaient à Chelmsford en novembre. Chaque pilote effectua 2 missions nocturnes en tant que copilote avec un officier de la Royal Air Force aux commandes. Bien qu'il s'agisse de missions d'entraînement, elles restaient dangereuses. La première perte américaine fut le capitaine James E. Est, qui avait auparavant volé depuis Langley Field, en Virginie, avec le premier groupe d'attaque de recherche maritime et qui avait déjà échappé de peu à la mort en pilotant son B-24 au-dessus du golfe de Gascogne. Cette fois, cependant, il n'eut pas cette chance. Quelques nuits plus tard, le lieutenant Gross, avec son homologue de la Royal Air Force, fut lui aussi porté disparu au combat. Ces pertes précoces poussèrent le lieutenant-colonel Eflin à émettre un ordre crucial. Pas plus d'un de ses équipages occupant des rôles de commandement
ne pouvaient participer à une mission de combat la même nuit. Le coût de la perte de chefs expérimentés était tout simplement trop élevé. Une fois l'entraînement à Chelmsford terminé, les commandants, pilotes et équipages retournèrent à Alconbury et entamèrent les préparatifs finaux. Plusieurs changements de commandement furent effectués, et le 14 décembre 1943, Flynn et Fish furent promus et placés à la tête des 400 et 82 groupes de bombardement Pathfinder. Flynn devint alors le principal officier exécutif aérien pour toutes les opérations Carpetbagger, tandis que Fish devint officier des opérations du projet spécial Carpetbagger. Pour combler le vide laissé par ces promotions, les officiers des opérations en poste furent promus. Le capitaine Robert Boone prit le commandement du 406, avec le lieutenant Lyman Sanders comme officier des opérations. Le capitaine Sinclair fut promu commandant du 36 escadron, avec le capitaine Robert L. Williams assumant le rôle d'officier des opérations. Il y avait tout autant de changements parmi les pilotes et les équipages sur les lignes de vol d'Alconbury, et Henry D. Macmillan se trouvait au cœur de tout cela. Il avait passé toute l'année à voler et à s'entraîner avec l'équipage de Wilmer Staples sous le commandement de Flynn, remontant jusqu'au jour passé à Wilmington avec le 22 escadron anti-sous-marin. Mais désormais, au sein des escadrilles Carpetbagger, les équipages étaient séparés et réaffectés. Bien que la majorité de l'équipage de Staples soit resté soudé pendant la plupart des missions Carpetbagger à venir, c'est en décembre 1943 que Henry D. commença à passer du temps et à s'entraîner avec certains membres de l'équipage du pilote Robert Williams. Le capitaine Williams venait d'être promu à un poste de bureau comme officier des opérations, ce qui réduisait drastiquement ses heures de vol réelles à seulement une quarantaine d'heures pour tout le mois de décembre. Mais sur la ligne de vol, Henry D. nouait des relations solides avec les hommes de l'équipage de Williams, tant sur le plan professionnel que personnel. C'étaient les hommes du B-24 Liberator, appelé le Slightly Dangerous. Il y avait Glenn O. Vichner, l'opérateur radio originaire du Dakota du Sud, le navigateur Milton Remling du Texas, diplômé de l'université St. Mary's et de l'université Purdue, et le mitrailleur de queue Eddie Rush de Géorgie. Tous portaient des photographies qu'ils étaient fiers de montrer à quiconque le demandait. Wichner avait une photo de lui avec sa sœur. Remling gardait un cliché de son jour de mariage avec son épouse, Dorothy. Eddie Rush portait une photo de sa femme, Monica. Même le capitaine Williams avait une photo de sa femme prise dans la cour avant de leur maison à Kansas City. Ces photos étaient des talismans, de petits carrés de papier qui les reliaient aux vies qu'ils avaient laissées derrière eux et au futur auquel ils espéraient retourner. Henry D. commença à travailler avec l'équipage pour reconfigurer l'appareil en vue des nouvelles missions Carpetbagger, leur permettant de larguer des fournitures et des agents aux forces de la résistance française loin derrière les lignes ennemies. Et même si tous savaient que ces missions seraient extrêmement dangereuses, ils essayaient de garder l'esprit concentré sur la tâche à accomplir. Ainsi, finalement, après des années d'entraînement et de service au large de Wilmington, en Caroline du Nord, après avoir effectué des missions avec la First Air Force et le 22 escadron anti-sous-marin, Henry D. Macmillan Jr. avait rapidement gravi les échelons, avait été transféré en Angleterre, était devenu membre de la puissante 8e Air Force et n'était plus qu'à quelques semaines d'être l'un des 8 membres d'équipage triés sur le volet pour effectuer la toute première mission Carpetbagger américaine à bord d'un Consolidated Bing-4 Deliberator nouvellement reconfiguré. Enfin, cet esprit d'aventure l'avait placé en position de marquer l'histoire. Et mieux encore, il le ferait avec certains des mêmes membres d'équipage et amis avec lesquels il volait depuis plus d'1 an. Ce serait la première d'une longue série de missions organisées par l'OSS des États-Unis et le SOE britannique qui s'élèverait dans le ciel nocturne et deviendrait l'une des opérations les plus clandestines de toute la Seconde Guerre mondiale. Henry D. Macmillan et le reste de son équipage quitteraient la piste dans l'obscurité de la nuit afin de fournir une aide essentielle à de vastes poches de la résistance française cachées loin derrière les lignes ennemies dans la France occupée. À moins d'1 mois de ce premier vol américain, Carpetbagger, aussi épique que dangereux, Henry D. avait le temps de réfléchir à sa vie et à ses accomplissements. Participer à une mission d'une telle importance était à tout point de vue quelque peu accablant. Dans sa ville natale de Tehachapi, il avait réussi à se forger une vie décente dans le commerce des jukebox, achetant, vendant et entretenant des machines dans les salles de danse et les dîners à travers le comté de Duplin. Mais cela pâlissait en comparaison de l'immense entreprise qu'il s'apprêtait désormais à entreprendre au service de son pays. Pendant ce temps, les 2 escadrons subissaient également des changements administratifs. Bien que toujours affectés aux 400 et aux 82 groupes de bombardement Pathfinder à Alconbury à la mi-décembre, ils furent détachés de la division de bombardement de la First Air Force et réaffectés à la 8e Air Force.
Ils deviendraient les seules unités de la 8e à être officiellement activées au Royaume-Uni à partir de zéro. Et à mesure que la fin du mois de décembre approchait, le premier équipage entièrement américain, qui entrerait dans l'histoire en effectuant la première mission Carpetbagger, était en cours de constitution sur le papier, inscrit sur le rapport de mission et le plan de vol officiel. L'équipage historique des Carpetbaggers était, à toute fin utile, celui de Wilmer Staple, et ils utiliseraient son appareil. Il y avait toutefois quelques exceptions. Cependant, pour cette mission, le lieutenant-colonel Clifford F. Line serait le pilote principal, tandis que Wilmer Staple volerait comme copilote, et inscrit en bas à gauche du plan de vol, figurait le nom de Henry D. Macmillan, précédé des lettres F, L, T, le désignant peu, être comme lieutenant de vol. Il n'était pas inhabituel, lors de ces missions Carpetbagger, de voir des noms ajoutés ou modifiés à la dernière minute sur les rapports de mission, comme ce fut le cas pour le nom de Macmillan sur le plan de vol de cette première mission. Milton Remling, fils Mike Immelt, partagerait plus tard ce qu'il savait de son père. Ce que je sais de mon père m'a été raconté par ma mère, ses parents et son frère. Les Remling sont arrivés au Texas dans les premières années de son histoire. Certains sont devenus Texas Rangers, d'autres hors la loi et d'autres encore Cowboys. Milton s'était engagé à Fort Sam Houston et avait obtenu ses ailes de navigateur à Kelly Field, à San Antonio. En mai 1942, avec le grade de premier lieutenant, il était rentré chez lui pour épouser sa bien-aimée, mais fut bientôt affecté au 46 escadron. Sa femme raconta plus tard à leur fils qu'elle avait pris le train pour Cherry Point et, n'ayant rien prévu, le bébé dormait dans un tiroir. Milton vit son fils alors que celui-ci avait 3 mois avant de partir pour l'Angleterre. À l'approche du vol Carpetbagger du 4 janvier, Henry D réussit à enregistrer quelques heures d'entraînement en vol les 16, 20 et 22 décembre, volant avec divers pilotes locaux autour de la base, mais à des milliers de kilomètres de là, sa famille et Tichy se préparaient pour Noël et écrivaient des lettres pour maintenir son moral. La lettre de sa mère arriva, pleine de chaleur. « Mon cher Henry, ta lettre reçue la semaine dernière. Si heureux d'avoir de tes nouvelles. Nous sommes tellement ravis de la nouvelle et espérons vraiment que tout sera terminé en 1944. Nous allons tous bien, mais le temps reste très nuageux et pluvieux. » Elle a mentionné essayer de faire prendre des photos du bébé, a demandé s'il avait reçu ses affaires de Noël et a terminé avec la tendresse que seule une mère peut offrir. Son père a ajouté un post-scriptum en bas. « Mon cher HDM Junior, écris-nous chaque semaine. Nous t'écrivons chaque dimanche. Alors, au revoir et écris-nous aussi souvent que tu peux. Ainsi, nous saurons que tu vas bien. Veux-tu que nous t'envoyions quelque chose? Si oui, dis-le nous. Nous espérons que tu te portes bien. De la part de papa. » Henry D avait lui aussi écrit à la maison. Bien qu'il ne puisse pas dire grand-chose sur ce qui se préparait, « Chère maman et papa, écrivait-il, j'espère que tout va bien. Ici, j'ai travaillé très dur ces derniers mois à Alconbury. Il se passe beaucoup de choses par ici, et il semble que notre mission va beaucoup changer au début de la nouvelle année. Nous ne chassons plus les sous-marins allemands, c'est certain, mais c'est une nouvelle mission importante. Je ne peux pas en dire beaucoup plus. C'est très secret ici, mais je pense que toi et papa seriez fiers. Il termina par ces mots. « Eh bien, ne vous inquiétez pas pour moi. Je vais bien. Passez le bonjour à tout le monde pour moi. Je vous aime tous les deux. Affectueusement, Henry D. Embrassez les bébés pour moi. » Le jour de Noël, les hommes sur la base ont fait de leur mieux pour célébrer. Le 26 décembre, l'ami de Henry D., Louis Peterson, écrivit une lettre chez lui qui dressait un tableau vivant de cette fête. « Cher Flo, Charlotte et Vive, j'espère que vous avez tous passé un joyeux Noël. Nous avons passé un assez bon moment ce week-end. La veille de Noël, après être revenus d'un vol, nous avons pris quelques verres au club autour de notre arbre de Noël et avons improvisé une sorte de jam session avec une batterie et un clairon. Nous sommes allés à la messe le matin de Noël. Puis, avons eu un dîner de dinde sur la base. Dans l'après-midi, le terrain était rempli d'enfants invités à notre fête. Ils se sont vraiment bien amusés. Il continua dans l'après-midi, nous sommes allés en ville et avons pris le thé à l'hôtel. Le salon était rempli d'officiers de la RAF, de leurs épouses et de leurs enfants, et cela m'a vraiment rendu nostalgique d'être assis seul à les regarder tous. Il termina avec l'espoir qui portait chaque soldat tout au long de la guerre. Nous attendons tous avec impatience le prochain Noël, et peut être un Noël blanc. Alors que Louis Peterson achevait cette lettre le matin du 26 décembre 1943, le cadeau de Noël, qu'il avait mentionné ne pas avoir à voler le jour de Noël, était déjà terminé. Cette nuit-là, l'équipage de Robert L. Williams fut convoqué au quartier général des vols. Les premières missions Carpetbagger n'étaient plus qu'à une semaine, et le haut commandement décida qu'il serait utile d'effectuer au moins un vol d'entraînement supplémentaire, puisque Henry D. Life Macmillan avait déjà été désigné comme membre d'équipage
pour la toute première mission Carpetbagger, prévue le 4 janvier, avec le pilote lieutenant-colonel Eflin et le copilote lieutenant Wilmer Staple. Il semblait donc judicieux qu'il effectue encore un entraînement avant ce vol inaugural. Le capitaine Williams, qui avait été affecté à des fonctions administratives au quartier général pendant la majeure partie de décembre, fut chargé de piloter la mission. L'équipage réuni pour l'exercice de cette nuit-là se composait principalement des hommes habituels de Williams. Le navigateur Milton L. Remling, le copilote Joseph W. Henley, le mitrailleur de queue Eddie Pirush, l'opérateur radio Glenn O. Wichner, le mécanicien Jesse A. Wallace. 2 membres supplémentaires furent assignés, le bombardier Lewis F. Peterson, le même homme qui avait écrit cette lettre de Noël quelques heures plus tôt, et, de l'équipage de Wilmer Staple, le sergent et mécanicien Henry D. Macmillan Jr., tandis que l'équipage se préparait pour leur vol nocturne prévu à la lumière de la Lune. L'obscurité recouvrait lentement le terrain d'aviation. Le Consolidated Wing 4 Liberator, celui qu'on appelait Slightly Dangerous, mit en marche chacun de ses 4 moteurs rugissants sur la ligne de vol. Le bruit résonna dans toute la base, tandis que le lourd appareil prenait vie. Étant donné la proximité du début de la première opération Carpetbagger, il s'agissait d'une mission d'entraînement sérieuse. Ils allaient voler à des altitudes dangereusement basses, environ 600 pieds au-dessus du sol. La navigation et une concentration totale étaient donc cruciales. Bien que le ciel nocturne fût sombre, une faible lueur de lune restait visible. Grâce à cela, le bombardier lourd entama son lent et méthodique roulage vers la piste. Après une vérification complète, les gaz furent poussés et l'appareil s'éleva dans le ciel nocturne pour ce qui aurait dû être une mission d'entraînement routinière, du genre que cet équipage avait déjà effectué de nombreuses fois. Après avoir atteint chaque point de contrôle de leur plan de vol, une mission qui pouvait durer 8 heures ou plus, ils devaient revenir au terrain avant le lever du soleil du 27 décembre. Mais ce lever de soleil ne viendrait jamais pour eux. Le B-24 Liberator, appelé Slightly Dangerous, s'écrasa sur un flanc de montagne anglais connu sous le nom de Hammer Down Tor, tuant tous les membres d'équipage à bord durant les premières heures du matin du 27 décembre 1943. L'esprit d'aventure, pour lequel Henry D. Macmillan Jr. avait vécu toute sa vie, s'éteignit finalement, loin de la petite ville de Tichy, en Caroline du Nord. C'était un jeune homme qui avait sauvé un ami de la mort sur un train de marchandises, qui avait charmé toutes les jeunes filles du comté de Duplin, qui avait fermé boutique pour partir à la guerre parce qu'il ne voulait pas être laissé de côté. Il avait rapidement gravi les échelons, effectué des patrouilles de combat au-dessus de Torpedo Junction et de la baie de Biscaye, et avait été choisi pour l'une des missions les plus secrètes de la guerre. Son nom figurait sur le manifeste de ce premier vol. Il devait entrer dans l'histoire le 4 janvier. Au lieu de cela, Henry D. Macmillan entra dans l'histoire comme la première victime de l'opération Carpetbagger, tué lors d'une mission d'entraînement seulement 8 jours avant que l'opération pour laquelle il s'était préparé ne prenne enfin son envol. Wilmer Staples racontera plus tard son fils: « Je me souviens encore quand papa nous a dit à quel point il était triste lorsque son bon ami se trouvait à bord du B-24 en entraînement de dernière minute et s'est écrasé, tuant Henry D. Macmillan Jr. ainsi que le reste de l'équipage. Tout cela s'est produit seulement 4 jours avant qu'Henry D. ne doive partir en mission avec mon père, le lieutenant Staples, et le pilote Clifford Eflin. Et je pense que mon père a ressenti son absence pendant très longtemps et a pensé à lui tout au long du reste de sa vie. » Un détachement d'hommes sous le commandement du capitaine Jesse Messer fut envoyé d'Alconbury le 28 décembre pour escorter les corps de l'équipage Williams de la gare de Torquay au cimetière de Brookwood. Les hommes furent enterrés et l'épave calcinée du B-24 fut dégagée au cours des 10 jours suivants. À des milliers de kilomètres de là, à Tehachapi, en Caroline du Nord, la famille d'Henry D. attendait toujours. Sa mère vérifiait la boîte aux lettres chaque jour, espérant une lettre de Noël, ou au moins une carte. Ils avaient envoyé à Henry D. la leur bien à temps pour qu'elle arrive avant Noël. Sûrement qu'il répondrait. Ce n'est que le 26 janvier 1944 que quelque chose arriva enfin, mais ce n'était pas d'Henry D. C'était sa propre carte de Noël, renvoyée à l'expéditeur, accompagnée du pire mot qu'elle pouvait imaginer, celui qu'elle redoutait depuis des années. Il était simplement écrit « tué ». Le choc se propagea dans la famille comme si leur pire cauchemar s'était réalisé. Et le même chagrin fut ressenti par les épouses, les sœurs et les familles de chaque membre de l'équipage Williams, dispersés à travers les États-Unis, toutes ouvrant leurs propres lettres, toutes apprenant la même vérité dévastatrice.